Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Katerina Firlova et je suis gestionnaire des partenariats stratégiques et des opérations chez Nexus Santé. Et comme disait Stéphane au départ, je voudrais vous remercier de vous être jointe à nous pour célébrer le jour de la famille. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous accueillir pour cette excursion vers le mieux-être qui va explorer les relations parents-enfants. Et pour vous guider aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon collègue Pascal Gagné, qui est coordinateur de l'équipe du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale TSAF chez Nexus Santé. Et il sera accompagné de France Bidal, qui est maman. France s'est impliquée dans la communauté TSAF sur plusieurs comités et a co-organisé la première marche pour le TSAF à Ottawa. France, Pascal, bonne aventure à vous et merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation Excursion mieux-être des relations parents et enfants. Je suis Pascal Gagné, coordonnateur de l'équipe TSAF à Nexus Santé. Je suis accompagné aujourd'hui de France. Je vais m'introduire. Mon nom est France Vidal. Je suis parent d'un enfant ayant un trouble neurodéveloppemental. Je suis ici pour accompagner Pascal. Merci, France. Donc, je veux souligner tout d'abord que je suis à Gatineau, terre non cédée des peuples autochtones algonquins Anishinaabe. Et c'est important de se souvenir que la reconnaissance des terres est importante afin d'apprendre davantage sur notre culture, mais aussi sur celle des autres et de pouvoir le faire dans un esprit de réconciliation et de guérison pour améliorer les relations entre les nations. Donc, cela dit, je vais maintenant passer à la présentation sur la santé mentale chez les tout-petits. Alors, tout ce qu'on veut dire en premier, c'est difficile de reconnaître des troubles de santé mentale chez les enfants parce qu'évidemment, de 0 à 4 ans, le langage commence à se développer, donc c'est difficile d'identifier des émotions complexes. Donc, un enfant va pouvoir dire je me sens pas bien, j'ai mal, je suis triste, mais ce n'est pas une attente que l'enfant puisse dire je suis déprimé ou je suis anxieux. C'est difficile à exprimer. Donc, de 0 à 4 ans, ce qu'on va surtout observer, c'est un effet de la santé mentale sur le développement de l'enfant. Donc, au fur et à mesure que les premiers pas s'accomplissent, donc apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à la réciprocité, le partage, ces étapes-là vont être plus ou moins affectées par la santé mentale du tout petit, du poupon. Et on ne peut pas vraiment diagnostiquer les troubles mentaux entre 0 et 4 ans, même si, en fait, on sait que les enfants vont vivre de l'angoisse de séparation. Donc, ça va être là. C'est juste que ça va se manifester dans le développement, à travers le développement, je devrais dire. Donc, l'importance des relations parents-enfants pour prévenir les défis, mais aussi pour encourager le développement sain de l'enfant. La réponse des parents aux besoins physiques et émotionnels de l'enfant va affecter le développement du nourrisson du poupon. C'est vraiment les besoins de base qui sont les plus importants, donc de s'assurer que l'enfant soit bien nourri, bien au chaud, qu'il n'ait pas peur, qu'il ne soit pas anxieux. Et quand la sécurité est en place, l'enfant peut après se développer, apprendre, grandir et va devenir une personne épanouie. Mais pour qu'il y ait une phase d'exploration, pour que l'enfant se sente en confiance, il doit avoir un attachement sécurisé avec les parents, il doit se sentir à l'aise et savoir qu'il peut se fier sur sa mère ou son père pour recevoir de l'aide si jamais il y a un pépin. Donc, la santé mentale des parents, on le sait, est déterminante de celle des enfants. Puis les soins prodigués en bas âge vont influencer le développement du cerveau de l'enfant et sa vision du monde. Donc, des fois, on a l'impression que ce n'est pas aussi important que pourraient l'être d'autres étapes cruciales de la vie de l'enfant, mais c'est hyper important pour le développement parce que l'enfant est un peu comme une éponge, puis c'est le moment où le langage est appris, où l'enfant vraiment va mettre en place toutes sortes d'apprentissages qui permettent d'autres étapes de se développer par la suite. Puis je ne sais pas si France, tu voulais rajouter quelque chose sur ces diapos. Pas vraiment à ce point-ci, sauf que, comme tu dis, la base est tellement importante de pouvoir se sentir sécuritaire, de se sentir bien dans son corps, tout ça, avant de pouvoir passer aux prochaines étapes. L'enfant apprend, son rôle principal, c'est d'apprendre en jouant, en explorant son environnement,
en regardant ce qui est autour de lui dans son petit monde. Donc, s'il ne peut pas concentrer sur ces choses-là, justement, ça peut nuire à son développement. Si l'enfant est stressé ou en mode survie, il n'est pas apte à apprendre, il n'est pas curieux, il ne va pas avoir confiance. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre la base en premier pour que l'enfant puisse grandir. La théorie de l'attachement est souvent utilisée pour expliquer en fait cette étape de développement. Puis il y a le psychiatre et psychanalyste John Bowlby, qui est fameux un peu pour cette théorie sur l'attachement. Il s'intéressait en fait à expliquer qu'est-ce que l'attachement puis comment l'enfant se développe. Puis cherchait à s'éloigner un peu des explications behaviorales qui se concentraient sur le comportement. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que l'enfant est nourri comme un animal qu'il va faire confiance aux parents. C'est parce que le parent développe une relation avec l'enfant, le sécurise, le rassure, lui donne des bisous et l'enfant va s'attacher, va se sentir en sécurité avec quelqu'un avec qui il ou elle est en proximité. Donc, le fait de prendre soin de son enfant, de le réconforter, de le rassurer, c'est ce qui est primordial pour son développement. Puis cette idée-là d'attachement a été développée avec d'autres éducateurs comme Mary Ainsworth, avec la notion de base sécuritaire. Elle parlait de comment un enfant réagit dans des situations de stress, dans des environnements qui ne sont pas familiers, qui sont un peu étranges. En anglais, c'était strange situation qu'elle parlait. Donc, comment l'enfant va réagir quand il est hors de sa zone de confort. Pour vraiment voir avec des cas empiriques, pour savoir quels sont les types d'attachements qui sont positifs et quels types d'attachements ne sont pas encouragés. Donc, imaginez un bébé de 2 ans qui joue avec sa mère dans une pièce. Le chercheur ou la chercheuse demandait aux parents de venir leur parler dans une autre pièce. Et là, on regardait l'enfant, comment il réagissait avec la supervision d'un autre adulte. Puis l'enfant qui se développe normalement ou plutôt typiquement va rapidement se consoler. Elle va pleurer un peu au début, mais va recommencer à jouer par la suite. Puis il va sauter dans les bras du parent lorsque sa mère revient dans la pièce. Donc, c'est une expérience qui est un peu effrayante, mais pas traumatisante. L'enfant est capable de surmonter le stress, surmonter la difficulté, puis il va reprendre confiance en soi. Mais dans des situations où l'enfant a un trouble de l'attachement ambivalent ou désorganisé, il va avoir des comportements extrêmes. Donc, il va être agité, inconsolable, il ou elle va se cacher, crier ou pleurer. L'enfant va faire preuve d'évitement et ne pourra pas démontrer d'émotion. Dans certains cas, il ou elle ne s'attache pas. L'enfant pourrait aussi avoir un attachement désorganisé et repousser le parent qui essaie de la réconforter, il va blâmer son absence. Donc, dans ces cas-là, l'attachement est problématique parce que l'enfant n'est pas capable de surmonter la difficulté. Il n'est pas capable d'être autonome sans le parent. Il est stressé, il est en mode survie. Donc, ce qu'on veut ici, c'est travailler sur l'attachement pour rassurer l'enfant, pour lui permettre de prendre confiance et d'avoir des succès. Puis, l'attachement, les premiers psychologues, psychiatres, psychanalystes pensaient que c'était un trait de personnalité, mais ce n'est pas. C'est vraiment une relation qui se bâtit par la communication. Fait que ça se travaille, ça se développe. Voulais-tu rajouter de quoi, France? Donc, quand l'enfant est malade, blessé ou apeuré, il faut le réconforter. Il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à l'attachement. Avant, on pensait qu'il fallait peut-être laisser le bébé pleurer, qu'il fallait le laisser grandir de cette situation-là. Puis, ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas idéal parce que l'enfant est stressé. C'est un stress toxique qui est toujours en insécurité. Puis quand tu es stressé, tu ne peux pas vraiment te concentrer. Ton cerveau n'est pas réceptif à l'apprentissage. Donc, vraiment, ce qu'il faut, c'est rassurer le bébé, lui donner des câlins, lui montrer que ça va bien aller, même si l'adulte sort de la pièce, de le faire de manière progressive, que ce soit une transition plutôt qu'un un changement abrupt. Donc, la réponse constante, rassurance face au stress de l'enfant, ça contribue à nourrir l'attachement. Avoir toujours une routine en place pour que l'enfant sache à quoi s'attendre, ça lui permet d'être moins anxieux. Puis quand l'enfant souffre et que le parent n'est pas disponible, bien, ça va nuire à l'attachement. Donc, ne pas être présent, c'est une forme
de défis ou de difficultés pour l'enfant. Puis, il y a plusieurs écoles de pensée à travers les années. Donc, le concept d'enfant tel qu'on le connaît aujourd'hui, poupon, enfant, c'est assez nouveau dans l'histoire. Avant, au Moyen Âge, on pensait que c'était des petits adultes qui travaillaient à l'âge de 4 ans, 5 ans, déjà contribuaient au revenu de la famille. Ben, nous, ce qu'on sait maintenant de la science au 20e siècle puis 21e siècle, c'est qu'il y a les phases de développement. Puis c'est important que l'enfant puisse avoir toutes les chances de son côté pour bien se développer, puis être bien intégré dans la société. Puis la santé mentale de 0 à 4 ans va vraiment avoir un impact sur la santé mentale tout au long de la vie. Il faut aussi mentionner que ce n'est pas facile de donner de l'amour à un enfant si soi-même, on a peur, on est stressé, on n'est pas disponible pour le faire. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir la misère à s'attacher à leur enfant. C'est très tabou, mais ça ne devrait pas l'être parce que ça arrive souvent. Donc, des parents qui se sentent coupables parce qu'ils vivent une dépression postpartum, ça peut, surtout quand il y a eu une grossesse difficile ou un accouchement difficile, ça peut être difficile de s'attacher à l'enfant quand on a vraiment vécu des épreuves. Puis, les parents peuvent se dissocier de leur rôle de parent. Puis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut arriver, que ce soit des traumas chez le parent, puis leur propre relation à l'attachement avec leurs propres parents, dépendamment de comment ils ont été élevés, ou des situations de stress qu'ils peuvent vivre avec le travail ou avec des insécurités, précarité. Ça peut être des difficultés psychosociales que la personne a, des troubles neurodéveloppementaux que la personne aurait elle-même. Donc, ça peut être plein de raisons, mais ça ne veut pas dire que la personne doit affronter ça seule. Elle peut aller chercher de l'aide, puis avoir de l'aide des autres pour ne pas être seule dans cette solitude et cette difficulté-là. Donc, on veut vraiment dire l'importance pour les parents qui vivent de la difficulté d'aller chercher du soutien. Puis, il y a plusieurs façons que ça peut se faire. Un proche aidant peut venir en aide. Ça peut être un grand-parent, un oncle, une tante, ou un frère, une sœur qui peuvent venir offrir du répit et rassurer l'enfant. Donc, les parents ont besoin de dormir, ont besoin d'avoir du temps pour eux pour pouvoir être patients avec l'enfant, pour pouvoir avoir de l'amour à donner à leur enfant. Puis, s'ils ne sont pas disponibles, si ce n'est pas possible, plutôt que de s'acharner et de se sentir comme un mauvais parent, de devoir faire quelque chose qui n'est pas naturel, on peut se retirer pour laisser quelqu'un d'autre prendre le relais, travailler en équipe, puis ça va toujours mieux quand on a des gens autour de soi pour s'aider et se soutenir. Donc, dans des cas où les parents ne sont pas disponibles, n'ont pas le temps ou l'énergie de donner de l'amour à leur enfant, il y a quelqu'un d'autre qui peut jouer ce rôle pour nourrir l'attachement chez l'enfant puis l'aider à développer son cerveau pour s'assurer que l'enfant soit stimulé et qu'il soit rassuré. Donc, c'est difficile à admettre, mais des fois, il faut laisser aller, se détacher un peu pour pouvoir revenir plus fort et en santé soi-même pour la santé de son enfant. Donc, je vous montre le cercle de sécurité, qui est l'une des ressources qu'on a partagées justement sur le site Web. Donc, quand l'enfant est en confiance, qu'il se sent en sécurité, il va aller explorer son environnement. Donc, pour répondre à ses besoins de stimulation, il va être curieux, il va sentir des nouvelles choses, il va être exposé à plein de trucs et c'est ça qui permet à l'enfant de grandir. Puis le rôle du parent va être de veiller sur lui, d'apprécier ses efforts, de lui donner de la reconnaissance. Même comme adulte, on aime ça, avoir de la reconnaissance soi-même. Puis il va accompagner l'enfant dans son exploration, il va l'aider, il va rendre ça un jeu, il va rendre ça intéressant. Et quand l'enfant a un défi ou une difficulté, mettons qu'il se blesse, ou etc., le parent va pouvoir l'accueillir, il va revenir vers lui comme une personne à qui qui peut lui prodiguer des soins. Le parent va pouvoir le protéger, le réconforter, va l'aider aussi à organiser ses émotions. Donc, l'enfant va apprendre des mots des parents, qui va être capable d'identifier comment il se sent ou elle se sent. Donc, quand il va dire « Ah, ça fait mal, tu as eu un bobo », une grosse graphine, oui, il y a du sang, mais ça va arrêter de saigner. Regarde, on va nettoyer, ton bobo va guérir. Et donc, en mettant des mots sur les sentiments, l'enfant est capable de comprendre, OK, c'est normal, ça arrive, je vais guérir, je vais m'en remettre. Le parent va modeler, en fait, la réaction de l'enfant vers 3-4 ans. Il va être capable d'apprendre et de dépasser ces défis-là, de les surmonter. Et ça ne sera pas traumatisant, ça va être une expérience avec laquelle l'enfant va grandir. Puis ça, c'est quand on a un attachement positif, vraiment, ben, l'enfant est capable de passer par-dessus ces difficultés-là, puis ça ne devient pas une crise.
Veux-tu rajouter quoi, France? Non, c'est beau, Pascal. Donc, le trauma complexe, c'est quand que l'enfant vit des expériences difficiles, d'adversité, des expériences négatives durant l'enfance. Puis, il y a toutes sortes d'expériences qui peuvent avoir un effet sur le développement de l'enfant, que ce soit la séparation des parents, que ce soit des abus. Ça peut être vraiment plein de choses. Puis, les chercheurs s'entendent tous à dire que quand l'enfant a beaucoup d'expériences négatives dans son jeune âge, ça a des effets sur sa vie plus tard. Donc, sont plus à risque d'avoir des troubles de santé mentale, sont plus à risque d'avoir des troubles neurodéveloppementaux. Puis le trauma, en fait, ça a un impact neurologique sur le cerveau de l'enfant, puis ça va affecter son développement. Puis un trauma complexe, c'est quand il y a vraiment eu des expériences très difficiles qui changent le développement du cerveau de manière permanente. Donc, le trauma complexe, ça s'appelle developmental trauma en anglais. Ça se manifeste de multiples façons, que ce soit l'anxiété, les obsessions, dissociation, régression, troubles du sommeil. Donc, l'enfant ne va pas avoir un développement normal. Il ne sera pas capable nécessairement de réussir les premières étapes telles que le feraient d'autres enfants plus typiques. Il va avoir un cheminement qui va être différent. Pascal, Oui. c'est important de noter aussi que ces traumas-là peuvent arriver en tout âge. Donc, c'est pas parce que l'enfant est très jeune qu'il ne va pas se souvenir ou que ça n'a pas d'impact. C'est vraiment à n'importe quel âge ces traumas-là peuvent les affecter. Oui, effectivement. Puis, une séparation, c'est troublant pour des adultes, c'est troublant pour des enfants aussi. C'est seulement que le cerveau qui est en développement va être un peu conditionné par ces réponses-là de stress, d'anxiété, d'angoisse, puis il ne sera pas nécessairement disponible à l'apprentissage. Donc, les étapes de développement, c'est celles qui sont détaillées avec les puces ici, donc usage du langage, motricité fine et globale, apprendre à marcher, apprentissage de la propreté, être capable de suivre des routines, avoir des rapports à soi-même, savoir son nom, connaître et nommer ses frères et sœurs, faire preuve de réciprocité. Donc, c'est vraiment l'enfant qui devient de plus en plus réflexif, plus autonome, qui apprend à prendre une place en société. Puis, ces étapes-là peuvent être vérifiées avec le développement le développement de l'enfant peut être évalué avec le questionnaire sur l'âge des stages. Donc, si vous allez voir votre pédiatre, il va être capable de faire le test ASQ3, puis ils vont voir, OK, l'enfant se développe dans tel aspect de manière plus ou moins typique. Donc, quand on a un enfant avec un trouble neurodéveloppemental, souvent, ces étapes-là ne se rencontrent pas de la même façon. Donc, il y a des choses qui peuvent être différentes. L'enfant a des forces et des faiblesses, mais ces faiblesses-là deviennent assez prononcées qu'on voit que l'enfant a une neurodiversité, son cerveau ne s'est pas développé de la même façon. Puis, c'est important de penser à ça parce qu'il ne faut pas nécessairement être anxieux par rapport aux étapes de développement de son enfant. Si on remarque et on est attentif, on est capable de mettre en place des interventions et des soutiens appropriés pour aider l'enfant à bien se développer. Si vous êtes curieux à propos des étapes, de quoi remarquer, à quoi porter attention, il y a le site web Naître et grandir qui est vraiment très bien, qui vous permet de savoir c'est quoi les étapes, c'est quoi les activités qu'on peut faire avec notre enfant pour stimuler son cerveau et le développer de 0 à 12 mois, de 1 à 3 ans, de 3 à 5 ans, de 5 à 8 ans. Donc, vraiment, un très bon site web, très bien conçu. Allez l'explorer. Ça va vous donner plein d'informations sur qu'est-ce que vous devez porter attention. Puis, il y a toutes sortes de facteurs de protection que vous pouvez mettre en place, que ce soit un milieu familial sain, une communication affectueuse et rassurante, la stabilité des soins prodigués, vraiment la constance, la routine. L'enfant va être rassuré par une heure de goûter ou une heure de sieste régulière. Ça leur permet d'avoir des balises. Puis, c'est moins stressant. Puis, il n'y a pas nécessairement une bonne façon de faire les choses. Donc, peut-être que dans votre famille, à vous, l'heure du goûter est plus tôt ou plus tard que d'autres familles. C'est correct. Il n'y a pas une bonne façon. Mais l'important, c'est que vraiment, ça soit ancré dans une routine pour l'enfant, qu'il sache à quoi s'attendre puis qu'il n'ait pas peur de manquer de nourriture ou peur d'être abandonné. Puis, on peut intervenir auprès de l'enfant pour développer son cerveau. Donc, il y a des interventions qui peuvent être faites. Si l'enfant a de la difficulté avec le langage, etc., il y a des activités qui peuvent être faites.
Puis c'est important de consulter avec un ergothérapeute ou un pédiatre ou un psychothérapeute, psychopédiatre pour pouvoir vraiment avoir des trucs, des soutiens appropriés, puis vraiment développer, miser sur les forces de l'enfant. Puis je vous réfère à une petite infographie de Harvard University qui a 5 éléments pour vraiment aider à développer le cerveau de l'enfant, donc être à l'écoute de son enfant, à l'écoute de ses besoins, le soutenir et l'encourager quand l'enfant vit des défis, de pouvoir nommer les choses, utiliser beaucoup de langage, surtout dans la première année là, où est-ce que le cerveau apprend énormément, interagir avec l'enfant, des allers-retours, changer les tours de parole. Donc, l'enfant, on parle à l'enfant nous répond et vice-versa. Puis ça, cet aller-retour-là, ça permet vraiment à l'enfant de prendre le temps de réfléchir, d'être capable de faire ses apprentissages plutôt que de dire à l'enfant exactement quoi faire tout le temps. Dans ce cas-là, l'enfant ne va peut-être pas prendre de risques, puis il ne sera pas capable d'apprendre, d'être stimulé. Puis pratiquer les transitions. Donc, des fois, c'est très difficile de changer d'environnement, d'aller à l'école. C'est différent. C'est difficile quand ils ont 6 ans. C'est un nouveau milieu, la garderie à 5 ans. C'est stressant. Donc, pratiquer les transitions en ayant l'adulte qui soit présent, qui se retire progressivement, qui revient s'il y a besoin. Ça aide l'enfant à se rassurer, se sécuriser. Donc, le cerveau est la neuroplasticité du cerveau est très malléable. Il y a possibilité de vraiment intervenir pour encourager les connexions puis les synapses de se former. Puis quand on arrive aux troubles neurodéveloppementaux, ça se peut que malgré tout ce que les parents font, puis vraiment d'avoir une très bonne intervention, très bonne parentalité, que le développement du cerveau de l'enfant est atypique. Puis, si on met en place ces interventions précoces-là, si on consulte avec des spécialistes, bien, il y a des retards de développement qui peuvent se rattraper. Des fois oui, des fois non. Des fois, ça revient plus tard. Donc, on peut soupçonner, par exemple, que ce soit trouble d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Des fois, ça ressemble un peu à de l'autisme au début. Des fois, ça peut être le trouble du spectre de la localisation fœtale. Ce n'est pas évident. Puis, on peut vraiment difficilement diagnostiquer de 0 à 4 ans, mais on peut être à l'affût. Puis, s'il n'y a pas d'amélioration, vers, mettons, 5-6 ans, là, c'est là où est-ce que le diagnostic d'un trouble neurodéveloppemental, généralement, va être fait. Des fois, on peut faire une intervention précoce, mais pas tout le temps. Ça dépend des fois de comorbidité. Si l'enfant a des cas médicaux complexes, des troubles concomitants, là, des fois, un diagnostic peut être fait en bas âge, avant 5-6 ans. Mais sinon, c'est vraiment quand l'enfant arrive à l'école qu'on voit des retards au niveau du langage ou avec les mathématiques, que c'est très difficile à apprendre les lettres. Donc, il faut éliminer avant le trouble neurodéveloppemental, la possibilité que ce soit un retard lié à un trouble d'attachement ou un traumatisme, par exemple. Voulais-tu rajouter quelque chose, France? Juste ajouter rapidement que si on peut avoir un diagnostic, le plus tôt qu'on peut l'avoir, le plus qu'on peut comprendre aussi un peu qu'est-ce qui se passe chez l'enfant, que ce soit pour le parent ou les adultes qui travaillent avec l'enfant. Donc, ça peut souvent expliquer un peu certains comportements, tout ça. Donc, le plus tôt qu'on a un peu plus d'informations, le mieux on peut agir en conséquence aussi. Puis aussi, pour les parents, ça aide à avoir un peu de clarté, puis de réaliser, ben c'est pas moi le problème finalement, il faut regarder les besoins de mon enfant plutôt, puis de répondre aux besoins adéquatement. S'ajuster en conséquence. Ouais. Donc, l'enfant avec un trouble neurodéveloppemental va continuer à avoir des difficultés malgré une réponse adéquate du parent, puis il faut souligner qu'il y a plusieurs approches typiques de bons parents qui ne vont pas nécessairement fonctionner avec des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental. Donc, il y a des parents qui vont dire « Ah, il faudrait faire ça, puis souvent, il y a des gens qui ont d'autres opinions. Puis c'est là où c'est important de réaliser, ben, les besoins de l'enfant sont peut-être différents aussi. Donc, les trucs des grands-parents ou les trucs des voisins ou des frères et sœurs par rapport à comment élever ton enfant ne sont peut-être pas adéquats non plus. On dit souvent qu'il n'y a pas de livre de recettes pour élever un enfant, puis c'est encore plus vrai quand on a un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est vraiment d'aller connaître les forces de notre enfant, puis prendre des approches qui vont accentuer un peu ses forces.
puis pouvoir interagir avec l'enfant selon ce qui fonctionne avec lui, là, au lieu d'essayer de suivre à la lettre là, ce que le voisin dit ou ce que les collègues disent ou les amis disent. C'est vraiment de trouver ce qui fonctionne avec votre enfant. Donc, on veut parler un petit peu du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale rapidement, juste parce que c'est très peu connu. Puis, c'est 4 de la population canadienne, c'est vraiment beaucoup d'enfants. C'est un enfant par classe ou sinon par 2 classes. Puis, il y a même une recherche très rapide, très récente des États-Unis qui dit que c'est une grossesse sur 7 qui aurait eu exposition prénatale à l'alcool. Donc, c'est vraiment un problème qui est sous-évalué. Puis l'exposition prénatale à l'alcool peut causer le TSAF parce que l'alcool est un neurotoxine et un tératogène. Donc, ça a un impact négatif, ça détruit les cellules et ça empêche le développement des cellules également. Puis l'enfant, ben, le fœtus, en fait, n'a pas nécessairement de foie pour filtrer l'alcool. Puis l'alcool va directement dans le liquide amniotique, puis dans le lait maternel aussi. Donc, c'est important lors de la grossesse et de l'allaitement qu'il n'y ait pas d'alcool consommé qui pourrait exposer l'enfant à l'effet négatif de l'alcool parce que vraiment, ça nuit à son développement. Puis l'alcool est l'une des substances les plus nocives, même pire que la cocaïne, en fait. Donc, on pense souvent que c'est pas si dangereux que ça, mais l'alcool a vraiment un impact sur le développement. Puis, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas toujours au courant, qui vont dire des informations qui ne sont peut-être pas justes. Avant, il y a des médecins qui donnaient des injections d'alcool aux femmes enceintes pour faciliter l'accouchement parce que ça réduisait la taille du bébé. Alors, c'est vraiment pas recommandé. Puis, aujourd'hui, on a plus d'informations. On combat le stigma associé au TSAF, mais c'est important qu'on en parle parce que dès qu'on peut diagnostiquer les gens, on peut leur offrir des traitements et des soutiens qui vont vraiment avoir un impact, un effet positif sur leur développement tout au long de leur vie. Puis, si on sait que la personne a tel ou tel défi, puis qu'on met en place ses ressources, bien, elle va mieux réussir à avoir plus de succès. Puis, ça fait une grosse différence. Ce que la recherche dit a le plus, la meilleure, le type d'intervention qui sont les plus efficaces. Donc, je vous invite à voir le site web fsdinfotaf.ca, c'est le site provincial de Nexus Santé sur le TSAF. Toutes sortes d'informations, de ressources pour en savoir plus. Et c'est là que ça devient important de gérer les attentes parce qu'avec un enfant avec le trouble neurodéveloppemental, l'âge développemental ne va pas correspondre à l'âge chronologique. Donc, ils vont avoir différents types de développement. Les domaines neurodéveloppementaux ne seront pas les mêmes. Le langage versus la mémoire versus les aptitudes sociales ne vont pas nécessairement être au même niveau. Puis les étapes franchies ne seront pas les mêmes qu'un enfant neurotypique. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir une vie heureuse ou qu'ils ne seront pas satisfaits. C'est juste que leur développement va être différent de ce qui est typique, en fait. Voulais-tu rajouter quelque chose, Francis? Ce qui est important, comme tout autre enfant, même les enfants atteints du TSAF ont des forces et des faiblesses. Puis comme mentionné tantôt, c'est vraiment important d'aller miser sur leurs forces afin justement qu'ils puissent avoir la meilleure vie pour eux. C'est certain que c'est possible que leur vie ne sera peut-être pas ce que le parent avait imaginé. Peut-être que le cheminement ne sera pas exactement comment le parent aurait imaginé. Mais le plus qu'on peut ajuster les attentes selon où est-ce qu'ils sont rendus au niveau du développement et non l'âge chronologique. Le plus de succès ils vont vivre, le mieux ils vont se sentir envers eux-mêmes, le plus de confiance en soi ils vont avoir, possiblement le moins de chances qu'ils vont avoir de développer des troubles de santé mentale, puis des difficultés plus tard, même des difficultés avec la justice. Donc, l'important, c'est d'aller les rejoindre où est-ce qu'ils sont, puis bâtir, accumuler les réussites, tout ça à partir de ça. Donc, d'avoir une très bonne base solide afin qu'ils puissent justement continuer dans le cheminement. Puis, dans le fond, le cheminement peut être plus lent, mais ce qui est important, c'est qu'ils continuent à avancer de l'avance. Puis vraiment, les parents, leur environnement doit s'ajuster à eux où est-ce qu'ils sont rendus et non essayer de les pousser plus vite que ce qu'ils peuvent rejoindre en termes d'étapes de développement. Puis, avoir des objectifs qui sont atteignables pour l'enfant, des fois de briser en petites étapes un défi,
puis d'encourager l'enfant à chacune de ces étapes-là. Donc, plutôt que de dire, ben, on va aller à l'école, ben, on va aller mettre son manteau. Bravo, tu as réussi à mettre ton manteau. OK, on va sortir dehors. Ah, bravo, tu as réussi à aller à l'arrêt d'autobus. OK, tu n'as pas été capable de prendre l'autobus aujourd'hui pour ta première journée à l'école. OK, ben, ça sera un défi pour la prochaine fois. Donc, vraiment, dès le plus jeune âge, de voir ces défis-là, puis de les briser en petites étapes, puis d'encourager l'enfant, puis d'avoir des étapes réalistes. Peut-être qu'il y a certaines étapes de développement qui vont être décalées par rapport à d'autres enfants ou par rapport à d'autres attitudes que la personne va avoir. Puis, il faut juste être patient, puis éviter de punir, éviter de réprimander, et éviter de penser que c'est la faute de l'enfant. De 0 à 4 ans, l'enfant ne fait pas exprès d'avoir des défis ou de s'opposer aux parents. Il n'y a pas de défiance. Donc, c'est vraiment juste des besoins qui doivent être comblés ou satisfaits. Puis même pour les enfants avec un trouble neurodéveloppemental, ça va au-delà de ça. Donc, quand on encourage l'enfant et qu'il vit des succès, il bâtit sa confiance en soi, il continue à explorer, continue à apprendre, continue à se développer. Donc, quand on répond aux besoins de l'enfant, c'est important de regarder la façon dont on s'adresse à l'enfant qui exprime un besoin. Est-ce qu'on ignore l'enfant qui pleurniche? Est-ce qu'on se moque de son insécurité quand il se met à pleurer parce qu'il est seul ou elle est seule? Est-ce qu'on le ou la réprimande constamment? Est-ce qu'on perd patience? Puis ça arrive, n'importe quel parent va perdre patience après son enfant, va crier ou va avoir des sentiments de culpabilité. Puis c'est normal, il faut accepter qu'on n'est pas parfait, mais on peut s'améliorer. Puis il faut avoir vraiment un regard sur sa relation avec son enfant, sa paternité. Il faut prendre un recul, se reposer, prendre soin de soi. Donc, ça, c'est des comportements qu'on ne veut pas encourager. Des comportements qu'on veut encourager, c'est d'accompagner, de rassurer, de câliner, toutes ces choses-là qui vraiment vont témoigner à son enfant qu'on l'aime puis qu'on l'encourage dans ses étapes. Il faut que la communication soit ouverte et engagée. Si l'enfant a fait un mauvais coup puis il a peur du parent, il ne va pas admettre sa faute, l'erreur ne sera pas corrigée, rectifiée. Puis l'enfant ne va pas nécessairement apprendre des défis vécus, il va juste les éviter ou ça va faire une crise. Donc, on va vraiment focaliser avec la relation sur l'enfant pour les rassurer puis leur permettre de grandir à travers des défis de plus en plus grands. Puis parfois, ça vaut la peine de se retirer d'une situation. Si on n'est pas capable de s'occuper des besoins de son enfant, que ce soit des besoins physiques ou émotionnels, si on n'est pas assez présent, puis on travaille et qu'on n'a pas le temps de nourrir son enfant parce qu'on a une journée très stressée au travail, ben c'est correct de prendre de l'aide d'un autre parent, d'un grand-parent, d'un gardien, ou etc., pour pouvoir s'assurer que les besoins de base de l'enfant soient comblés. Puis ça prend un village pour avoir un enfant, pour élever un enfant. Quand on a une équipe autour de soi, on est plus apte à répondre aux besoins. On est la meilleure personne qu'on est. Puis on met sur les forces de tout le monde dans l'équipe. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, France. Juste ajouter que des fois aussi, ça peut donner un peu un repos à l'enfant aussi, surtout s'il y a une relation parent-enfant un peu stressante, avec un certain grain d'anxiété. Des fois, ça peut aussi donner un soulagement à l'enfant, peut-être d'avoir une autre personne à laquelle il peut, avec laquelle il peut interagir de façon positive aussi, puis après ça, revenir avec le parent par après. Des fois, c'est dans l'intérêt de l'enfant d'être retiré de son milieu familial, juste pour que les parents puissent prendre du recul, puis l'enfant va être réinséré après. Mais le temps que l'enfant se développe, il faut qu'il soit en sécurité, qu'il soit attaché. Et là, si les parents peuvent reprendre le bâton après, c'est mieux pour l'enfant que de vouloir s'acharner puis de manquer son coup. Donc, des fois, il faut accepter, mettre de côté son orgueil puis dire le meilleur parent que je peux être, c'est de prendre une pause pour pouvoir après avoir de l'amour à donner. Surtout avec les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. On dit toujours que c'est difficile, le plus dur travail, c'est d'être un parent, mais avec un enfant qui est peut-être pas neurotypique, c'est certain que c'est encore plus difficile. Surtout quand on ne connaît peut-être pas nécessairement la raison, tout ça, puis on ne sait pas comment intervenir, comment interagir.
Oui, puis souvent, on se remet en cause, on pense que c'est notre faute, puis pas nécessairement. Des fois, c'est le développement du cerveau de l'enfant est lié à toutes sortes de facteurs, que ce soit l'exposition prénatale à des substances, que ce soit des traumas que l'enfant a vécu avant d'arriver dans la famille d'accueil. Il peut y avoir plein de raisons. Des fois, c'est hors du contrôle des parents. C'est une séparation de la famille. L'enfant, on ne peut pas contrôler ça tout le temps, puis ce n'est pas toujours dans notre contrôle non plus. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est l'amour qu'on donne à l'enfant, puis la façon dont on le rassure. Puis le diagnostic et l'intervention précoce vont vraiment faire une différence. Donc, si vous avez des doutes par rapport à la santé mentale de votre enfant, vous pouvez consulter un pédiatre. Ils vont vous référer à des ergothérapeutes qui vont être capables de regarder l'environnement, voir est-ce qu'il y a des stress dans l'environnement, est-ce que l'enfant a des troubles sensoriels, est-ce qu'on peut l'accommoder avec certains vêtements, avec certains bruits pour l'aider à avoir un meilleur sommeil, pour que l'enfant soit plus réceptif et puisse apprendre mieux. Donc, vraiment, ne sous-estimez pas l'aide que vous pouvez recevoir d'un thérapeute du langage ou d'un pédopsychiatre, par exemple, qui ont peut-être des trucs très utiles qui peuvent vous conseiller que vous n'avez juste pas pensé. Puis, encore une fois, le diagnostic peut aider à obtenir les meilleurs supports et interventions appropriés. Ça peut aussi contribuer à supporter l'enfant à vivre des succès à sa façon. Ça va ressembler à quelque chose qui va être différent d'autres enfants, mais ça va être un succès quand même. Puis vous allez pouvoir savoir un diagnostic, ça va vous permettre de reconnaître ces étapes-là comme des succès, ce que vous n'auriez pas reconnu avant. Je vois, France, que tu hoches la tête. Non, juste parce que je suis absolument d'accord avec ça. Ça change ta façon peut-être un petit peu de voir les choses, puis ça t'aide à ajuster tes attentes aussi, là. Donc, c'est important de prendre soin de vous. On ne peut pas le minimiser. Pour être un bon parent, il faut prendre soin de soi. On ne peut pas sous-estimer l'importance du répit pour les parents, de pouvoir recharger ses batteries, puis de prendre du temps pour soi, pour s'aimer soi-même, pour pouvoir avoir de l'amour à donner. Puis il n'y a personne qui est parfait. On apprend constamment, mais il faut garder un langage positif envers soi-même, une attitude positive. Il ne faut pas au premier échec, au premier défi, il ne faut pas jeter les bras. Être parent, c'est un travail de longue haleine. Puis, vraiment, il faut reconnaître les défis des enfants ayant un trouble neurodéveloppementaux comme la neurodiversité. C'est leur développement, c'est leur cheminement. Il faut juste les encourager dans cette voie-là du mieux que vous le pouvez avec les soutiens appropriés. Et ainsi, vous allez leur donner les chances de grandir et de devenir la meilleure personne qu'ils peuvent et qu'elles peuvent être. Voulais-tu rajouter quelque chose en guise de conclusion? Juste rajouter que pendant leur cheminement à eux aussi, c'est important de... souvent, les enfants qui ne sont pas neurotypiques sont bombardés de langage négatif autour d'eux, soit des commentaires des enseignants, des camarades de classe, des attitudes négatives, l'énergie négative même. Donc, c'est important qu'on travaille vers rétablir l'équilibre, mais même envoyer la pendule complètement de l'autre côté, du côté plus positif, pour un petit peu enlever ce fardeau-là sur eux, parce que c'est certain que leur fonctionnement de tous les jours est difficile, que ce soit à l'école, à la maison, dans la communauté, dans les programmes parascolaires. Donc, c'est important qu'ils aient une place pour revenir à la maison où ils se sentent acceptés, aimés, respecter tout ça, mais en même temps qu'ils puissent avoir un petit boost d'énergie positive, là, genre pour justement ramener les choses vers le positif, parce que sinon, pour eux, on dirait que toutes les choses, ils n'ont jamais de succès, ils ont jamais, sont toujours souvent réprimandés pour des choses qui sont vraiment hors de leur contrôle. Donc, il faut un peu les ramener complètement de l'autre côté là, du pendule là, pour rétablir les choses. On peut réparer le dommage, peut-être qu'il aurait fait un petit peu. Merci, France. Est-ce qu'il y a des questions auprès des membres de l'auditoire? On aimerait bien avoir des questions de votre part. Est-ce que je pourrais te demander, France, de me parler de ton expérience de parent ayant un trouble neurodéveloppemental? Quand est-ce que vous en êtes rendu compte pour les premières fois? Puis, comment avez-vous réagi quand vous l'avez appris? Absolument. Donc, nous, moi, faut que je dise que j'ai remarqué des différences chez mon enfant pas mal dès le début, là, je dirais entre 1 et 3 ans. Puis j'avais même, dès le début, j'ai commencé mon cheminement à essayer d'avoir
des réponses, comprendre un peu plus pourquoi elle était un peu différent des autres. Malheureusement, moi, j'ai pas eu de succès avant qu'elle ait l'âge d'environ 8 ans, je crois. Donc, ça a été un bon 5 ans de parler aux médecins, parler aux thérapeutes, tout ça. Puis finalement, dans le fond, c'est une ergothérapeute et une physiothérapeute qui ont vraiment compris, qui ont vraiment remarqué les différences que j'essayais d'expliquer depuis si longtemps. Puis une travailleuse sociale. Donc, avec cette petite équipe-là, finalement, que j'ai trouvé qui était prêt à m'écouter, qui m'ont aidé à aller chercher de l'aide supplémentaire, le diagnostic, tout ça. Mais je dois dire qu'au début, c'était vraiment tout le monde me disait ben, c'est comme ça qu'elle est, puis c'est pas grave, puis ça va se replacer. Mais à un moment donné, tu te dis ben non, ça se replace pas. Surtout que nous, dans notre cas, on avait des signes un peu précurseurs là, qui auraient une possibilité d'un trouble neurodéveloppemental. Mais il faut que je dise que pour nous, le diagnostic, c'est vraiment ce qui nous a aidé à comprendre pourquoi son cerveau fonctionne de la façon qu'il fonctionne, mais de façon plus importante qu'aider les gens dans son environnement à comprendre que vraiment, c'était pas des comportements exprès qu'on voyait, c'était vraiment parce que c'était un enfant qui avait tellement de difficulté à fonctionner dans sa vie de tous les jours que ça sortait en troubles de comportement. Mais vraiment, c'était de l'anxiété, c'était un enfant qui était en mode de survie, qui essayait juste, qui était toujours en train d'essayer de garder sa tête au-dessus de l'eau. Fait qu'elle travaillait vraiment fort pour essayer de juste s'intégrer, tout ça, sans jamais avoir de succès. Donc, à partir de ce moment-là, les gens ont vraiment commencé à pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passait. Puis, certain que ça aide au niveau de l'empathie aussi. Tu te retrouves avec un enfant qui a un cerveau qui est développé différemment des autres. Donc, c'est plus facile de prendre le temps pour s'ajuster pour elle, pour qu'elle vive des succès. Puis j'imagine au début, le diagnostic n'était pas facile parce que c'est un diagnostic complexe, le TSAF. Donc, il y a des gens qui devaient penser, est-ce que c'est un trouble d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité? Il y a des gens qui devaient dire, non, c'est de l'autisme, mais ça ne correspondait pas, Oui. notamment pour... il n'y a pas nécessairement de comportement répétitif ou obsessif, tu sais. Donc, tu n'arrivais pas... Donc, comment tu as navigué ce diagnostic complexe-là, puis la multiple possibilité de troubles neurodéveloppementaux concurrents ou simultanés qui pouvaient être diagnostiqués? Ben, je vais être bien honnête, j'ai trouvé les bonnes personnes en faisant un peu de recherche. Là, j'ai finalement trouvé, dans notre cas, je pense qu'on avait déjà un petit peu de support de l'équipe du TSAF. Donc, j'étais capable de trouver justement les personnes qui étaient prêtes à explorer ce diagnostic-là, puis qui étaient prêts à vraiment essayer d'éliminer d'autres choses. Dans notre cas, on a aussi eu de l'intervention au niveau de la génétique pour éliminer les autres possibilités aussi. Donc, ça, d'une façon, ça a été vraiment comme un petit peu un processus d'élimination. D'un petit peu de prouver que c'était pas d'autre chose puis que c'était vraiment ça. Là. Sachant que tu as connu le diagnostic de ton enfant beaucoup plus tard, comme tu l'as mentionné, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand elle avait 0 à 4 ans? Bien, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est vraiment, j'aurais voulu réaliser avant qu'il fallait absolument réajuster nos attentes puis accepter un peu le fait que son développement serait différent des autres. Fait vraiment d'aller la rejoindre où elle était rendue au niveau du développement, puis que le reste, que la base, bien survenir à ses besoins psychologiques, physiologiques, sociaux, émotionnels, tout ça, était tellement plus important que le reste. C'est ça, avoir à retourner en arrière, je pense, j'aurais travaillé là-dessus un petit peu plus, puis j'aurais laissé faire les autres choses, les autres étapes, un peu parce qu'éventuellement, ça va se replacer. Mais vraiment, son bien-être, son bien-être de base était vraiment la chose la plus importante. Puis l'attachement, tout ça aussi. Puis maintenant qu'elle est plus vieille, elle est plus consciente aussi de son trouble neurodéveloppemental ou du fait qu'elle a en fait un cerveau différent des autres. Absolument, oui. Elle le comprend bien. Beaucoup de répétitions, puis beaucoup en lui donnant l'information de plusieurs différentes façons, puis avec des petites collations, des petites bouchées d'informations à la fois. Là, graduellement, maintenant, elle le comprend bien et elle est capable de l'expliquer. Puis elle est même capable de dire à quelqu'un, ben, c'est
c'est mon cerveau qui, qui fait que je réagis de cette façon-là, tout ça. Donc, on essaie vraiment de la préparer à pouvoir expliquer ces choses-là à d'autres personnes aussi pour qu'elles vont être plus bien. Puis comme dernière question, pourquoi tu crois pourquoi en fait, selon toi, les troubles neurodéveloppementaux et le TSAF plus particulièrement sont aussi tabous et qu'on n'en parle jamais? Bien, le TSAF, c'est certain, c'est à cause de la cause du TSAF. On regarde à des enfants qui ont une atteinte au cerveau à cause de la consommation d'alcool. Moi, ce que je dis souvent, c'est la façon que leur cerveau a été endommagé n'a aucune importance. Vraiment, ce qui est important, c'est qu'ils soient bien supportés puis qu'ils aient les interventions qu'ils ont besoin. Puis en général, les troubles neurodéveloppementaux, ben, c'est certain que c'est pas tout le monde qui est à l'aise à interagir avec des gens qui sont un peu différents d'eux. Mais c'est important de comprendre qu'eux aussi ils ont le droit au succès, puis ils ont un droit de pouvoir comme s'intégrer dans la société, puis de participer dans la société, tout ça. Il faut juste sortir de notre petite bulle de confort, des fois, un petit peu. Non, puis être le parent d'un enfant avec un trouble neurodéveloppemental, ça n'empêche pas que tu es un parent pareil et ton enfant est juste différent par rapport à ce que tu t'attendais, mais ça reste ton enfant pareil puis tu l'aimes autant. Absolument. Je te remercie beaucoup, France, d'avoir été présente avec moi. Merci aux membres de l'auditoire qui sont présents et qui écoutent avec nous. Alors, si vous avez une question, c'est le temps, sinon on va conclure cette présentation.